Donc on va démarrer donc, notre atelier. J'avais 5 minutes de battement pour que tout le monde arrive. Donc moi je me présente, donc je suis Claire Robert-Horry, je suis vice-présidente de l'EXEM et directrice générale d'une association de réinsertion sociale à Limoges. Voilà. Je suis chargée d'animer cet atelier. Voilà, lourde charge pour une première, donc soyez indulgents. Hein, voilà. Donc que l'enjeu de notre atelier, donc entreprise à mission, alliés des associations, point d'interrogation. Donc on va débattre avec nos 4 intervenants sur cette question. Ça va nous permettre de connaître peut-être un petit peu plus ce statut particulier de l'entreprise à mission et de voir si effectivement il y a des alliances possibles avec le secteur associatif. Donc je vais laisser que chaque intervenant se présenter et ensuite on rentrera dans le vif du sujet de nos débats. Voilà. Pierre ? Bonjour et merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Pierre Victoria, je suis président de la plateforme RSE au niveau national. Alors, juste un mot sur la plateforme RSE. Donc, c'est une instance de concertation et de proposition qui a été mise en place par le gouvernement en 2013. En l'occurrence, d'ailleurs, elle est un peu nantaise d'origine, je dois dire, doublement, puisqu'il existait déjà ici une plateforme RSE au sein de Nantes Métropole, bien avant que la plateforme nationale soit créée, et c'est Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui a créé cette plateforme en 2013 suite au drame du Rana Plaza au Bangladesh. Vous savez, cet effondrement avec des milliers de personnes qui travaillaient dans le domaine textile et la question de la responsabilité qui sont posées. Alors, la spécificité de la plateforme RSE, c'est que ce sont 5 collèges. Un collège des acteurs économiques, un collège des organisations syndicales, un collège de la société civile et des ONG, un collège des chercheurs et développeurs. Les développeurs, c'est les think tanks qui travaillent sur les questions de développement durable et des RSE, et un collège de l'administration. Et le principe, c'est que tout le travail que l'on fait, que ce soit en matière de saisine de dossiers ou à la demande du gouvernement, toutes nos propositions doivent être consensuelles entre les 5 collèges. Je le dis parce que c'est fondamental pour comprendre ce que nous sommes par rapport à d'autres qui travaillent sur les questions de développement durable et de RSE. Ce que nous proposons est nécessairement commun à l'ensemble des 5 pôles. Qu'est-ce que nous faisons ? Travaillons sur plusieurs sujets, actuellement sur la question de l'impact, la mesure de l'impact, le concept de l'impact, est-ce que l'impact est la nouvelle frontière de la RSE ? Et puis sur les questions des acteurs publics, c'est-à-dire comment la RSE, le développement durable, peut intégrer un peu plus les politiques publiques. Pour vous donner un exemple de notre efficacité, par exemple, il y a une loi sur le travail qui a été présentée la semaine dernière par le ministre du Travail au Conseil des ministres. Elle reprend une des propositions de ce qu'a fait la plateforme RSE sur les salariés aidants, sur la nécessité de mieux prendre en compte la question des salariés aidants qui, comme vous le savez, les salariés qui ont de plus en plus à gérer les questions, notamment avec leurs ascendants. Donc voilà ce que nous sommes. Et vous êtes indépendant par rapport... Alors, on est indépendant du gouvernement, on est hébergé par France Stratégie. Nous avons du personnel de France Stratégie qui travaille pour nous, mais bien évidemment, on a un rôle essentiellement de consultation et de proposition au gouvernement. Merci Pierre. Eva, si vous pouviez vous présenter. Merci. Bonjour, donc je suis Eva Sadoun, je suis entrepreneur à la base. Donc j'ai monté 2 sociétés, une qui s'appelle Lita.co, qui est une structure qui permet à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais globalement de la transition écologique également, de lever des fonds du coup en ligne auprès de particuliers dans différents pays, un peu dans différents pays européens. Et ça a permis, ces 7 dernières années, de lever 100 millions d'euros pour les investir dans des entreprises, dans les énergies renouvelables, des acteurs sociaux, des foncières qui proposent l'accès au logement, des entreprises technologiques au service du bien commun, etc. Donc tout ce qui est globalement l'économie durable, disons. Et une autre société, plus dernièrement, qui s'appelle Rift, qui est
une solution qui permette de comprendre ce que finance l'épargne des particuliers, d'en comprendre les impacts écologiques et sociaux, d'avoir de l'information en transparence sur l'allocation de ces produits, et l'objectif étant de transformer la manière dont l'épargne fonctionne, qui est aujourd'hui pas dirigée nécessairement suffisamment en tout cas vers l'action sociale, et notamment la transition écologique également, mais un peu trop vers des investissements qui ne nous mènent pas vers le monde qu'on essaie ici de construire en tout cas. Et puis dernièrement, donc il y a 2 ans, j'ai pris ce mandat au mouvement Impact France. Alors à l'origine, qui était le mouvement des entrepreneurs sociaux, peut-être que c'est son appellation d'origine que vous connaissez plus, qui a été monté donc, il y a une dizaine d'années par Jean-Marc Borrello, avec comme idée de faire exister l'entreprise commerciale dans l'économie sociale et solidaire, pour être capable de transformer l'économie classique et tous les secteurs d'activité, mais avec un objectif social. Donc moi-même, mes entreprises, on est ESUS, donc Entreprise solidaire d'utilité sociale, donc on fait partie de l'ESS. Mais c'est vrai que la manière dont nous on voyait le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement cette reconnaissance maintenant de ces entreprises-là, mais on pense déjà qu'il faut que les questions écologiques puissent rentrer davantage au cœur de nos entreprises. C'était le premier constat qu'on a eu avec Jean Moreau, qui est mon coprésident quand on a repris la présidence du mouvement. Et la deuxième chose, c'est que finalement nos modèles, vu la crise écologique et sociale qu'on est en train de vivre, devraient être capables d'inspirer l'ensemble de l'économie. Donc de ne plus être considérés comme une niche. Et c'est pour ça qu'on a monté le mouvement Impact France, finalement, qui s'est transformé. Quand on a repris le mouvement, il y avait 700 adhérents, et aujourd'hui on représente plus de 15 000 entreprises. Donc de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, des entreprises à mission, des entreprises écologiques, des fédérations d'acteurs qui représentent les entreprises d'insertion, les entreprises du commerce équitable, etc., pour pouvoir créer une forme d'alternative sociale et écologique au MEDEF, et de faire en sorte que nos entreprises, nos associations pèsent davantage, nos coopératives aussi, pèsent davantage dans le dialogue social, pèsent davantage dans les politiques économiques, et puissent accompagner la transformation de l'ensemble de l'économie. Voilà. On reviendra d'ailleurs sur ces concepts lors de l'atelier, parce que des fois, même moi, en préparant l'atelier, c'est vrai qu'il y a tellement de types déjà de structures dans l'ESS. Donc, quand on parle après d'entreprise à mission, quelle différence, qu'est-ce que c'est, quelle mission, je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder très précisément lors de l'atelier. Merci Eva. Magali, s'il vous plaît. Bonjour, donc je m'appelle Magali Jost, je co-dirige une entreprise familiale, centenaire et à mission, qui est basée à Nantes, qui s'appelle Nature et Aliments. Donc c'est une petite entreprise malgré qu'elle ait ses 100 ans. Donc nous fabriquons des produits agroalimentaires biologiques maintenant depuis 1978, et nous sommes devenus, donc pour aller un petit peu plus loin, nous sommes une équipe de 20 salariés et 3 travailleurs mis à disposition par l'ESAT du Landas. Et nous produisions 6 millions de petits sachets pour faire des préparations pour les flancs, des desserts, crèmes, des aides culinaires et des préparations salées. Voilà. Et les marques sont Plaisance et Nathalie. Merci Magali. Fabien ? Bonjour à tous, je suis Fabien Jouron, je suis le délégué régional du groupe La Poste pour les Pays de la Loire. Voilà, donc le groupe La Poste, c'est 4 branches d'activité. Le courrier, tous les services liés au facteur, le colis express, la banque et le réseau grand public et numérique. Et depuis le juin 2021, le groupe La Poste donc, est devenu une entreprise à mission. C'est ça. Vous nous expliquerez un petit peu pourquoi, comment et qu'est-ce que ça nous apporte. Je vais commencer à introduire le débat, peut-être en demandant à Pierre de nous expliquer donc, ce qu'est une entreprise à mission et dans quel le cadre elle évolue, afin de nous dresser peut-être un petit contexte avant le débat. Merci. Il y a d'autres que moi qui pourraient en parler, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont la qualification de société à mission. Moi, à titre personnel, d'ailleurs, je suis dans un comité de mission d'une société à mission, à titre, qui est le groupe alimentaire In Vivo, groupe coopératif. Peut-être juste un petit mot pour replacer comment est arrivée la société à mission dans l'histoire, c'est-à-dire récente.
En gros, on va la faire court, mais dans les années 2010, vous le savez, il y a eu des grands mouvements de remise en cause de la légitimité des entreprises. C'est lié, bien évidemment, à la crise de 2008 sur la finance, mais globalement, c'est l'ensemble des acteurs économiques qui ont été remis en cause. Et derrière, c'est le modèle friedmanien, c'est-à-dire la toute-puissance actionnariale et le fait que tout d'un coup, on considère que les entreprises appartiennent aux actionnaires, ce qui est à la fois une faute politique et une erreur juridique. On pourrait en discuter si vous voulez. Et donc, depuis les années 2010, il y a eu partout dans le monde, à commencer par les États-Unis sur la côte californienne, un grand mouvement de remise en cause de la relation de l'entreprise actionnariale et la nécessité de revoir la relation entre l'entreprise et la société. Tout vient de là, en fait. Et donc, on va avoir aux États-Unis le concept de Benefit Cooperation, puis un label donné aux entreprises qui s'appelle B Corp. On va avoir des grandes entreprises très classiques comme Patagonia ou Ben & Jerry qui vont adopter ce nouveau statut d'entreprise en considérant que leur mission est une mission sociétale et de responsabilité sociale et environnementale. Et on va voir dans beaucoup de pays du monde, y compris d'ailleurs en Grande-Bretagne, pays libéral pourtant s'il en est, les choses peuvent se bouger. En France, en gros, il va y avoir un mouvement qui va se créer autour d'un certain nombre d'acteurs, l'École des mines de Paris, le Centre des Bernardins, le Centre international de Cerisy, où il va y avoir tout un débat de réflexion sur, dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, quelle est sa responsabilité, quelle est sa propriété, puis quelle est sa responsabilité vis-à-vis de la société. Tout ça va aboutir, je la fais court, à l'arrivée, bien évidemment, de la loi Pacte. Alors, loi Pacte qui aboutit, toujours pour avoir été acteur, en tous les cas, dans cette période-là, à différents niveaux, qui arrive après l'échec du dialogue sur les devoirs de vigilance des entreprises vis-à-vis de la sous-traitance, qui est là aussi est complètement lié à l'affaire du Rana Plaza. Je dis échec parce que c'était un échec collectif, ça a été un échec global, ça a montré aussi la nécessité de revoir la question de la concertation, du dialogue entre les acteurs, et donc la plateforme RSE s'est nourrie aussi de cet échec pour arriver sur la loi Pacte, ou plutôt sur le rapport Cédar-Nota, qui précède la loi Pacte, parce que l'accord s'est fait non pas sur la loi Pacte, mais sur le rapport Cédar-Nota, pour trouver des convergences d'opinion entre des acteurs venus d'horizons différents, à la fois des entrepreneurs progressistes, on va dire, ils ne le sont pas tous, des organisations syndicales, des mouvements associatifs, pour essayer de trouver les éléments qui permettraient d'assurer une plus grande responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la société et qu'il y ait des engagements, des évaluations, des contrôles autour de tout ça. Ça aboutit à la loi Pacte avec un triangle. Je rappelle quand même, donc la proposition de société à mission, elle est dans le rapport Cédar-Nota. Elle précède même, pour tout vous dire, parce que dans la loi Macron, on dit toujours Macron, ministre de l'économie et des finances, le ministre Macron avait proposé dans sa loi qui est une création d'un nouveau modèle de société qui s'appelait la société à objet social étendu, la SAOS, qui a été refusée à l'époque dans l'arbitrage gouvernemental sous pression du MEDEF, et que dans le fond, la société à mission revient sur le tapis dans ce prolongement de ce premier échec. C'est peut-être pour ça que le président de la République y a été vigilant. Quoique, puisque dans le projet de loi présenté par M. Le Maire à l'Assemblée nationale, cette proposition du rapport Cédar-Nota a sauté. Elle n'est pas dans le projet gouvernemental. C'est l'Assemblée nationale qui va le rétablir avec une certaine complicité du gouvernement, mais quand même, elle n'est pas dans le projet de loi. Et la loi Pacte, donc, qui va suivre le rapport Cédar-Nota, c'est bien un triangle qu'il faut avoir en tête. C'est la modification de l'article 1833 du Code civil, qui dit que désormais, les entreprises doivent être gérées en prenant en considération les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc c'est vraiment un mouvement de fond qui fait que l'entreprise ne peut plus considérer comme étant uniquement au bénéfice de ses actionnaires. Elle a une responsabilité de la société, et cela concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Il y a deuxièmement, ce qui devait être obligatoire et qui ne sera plus qu'optionnel dans la loi, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer dans ses statuts une raison d'être. Raison d'être, ça veut dire définir son utilité pour la société, sa spécificité et ses engagements. Aujourd'hui, 80% du CAC 40, 70% du SBF 120, donc parmi les grandes entreprises, ont adopté une raison d'être, mais très peu l'ont intégrée dans les statuts avec des engagements précis, on pourra y revenir. Et le troisième étage de la fusée, c'est-à-dire celui qui est le plus contraignant, dans le fond, dans la modification de la gouvernance des entreprises, c'est effectivement la qualification de société à mission. On va
parler plus. On ne parle pas d'entreprise à mission, hein, puisque l'entreprise sur le plan juridique n'existe pas. C'est sans doute d'ailleurs un échec du mouvement de ces 10 dernières années qui était de faire reconnaître un objet collectif et une mission sociale à l'entreprise. Ça n'a pas abouti, donc on parle que de la société commerciale qui est la seule existe en matière de droit, et on ne parle pas de statut d'entreprise à mission, ce n'est pas un statut, c'est une qualification qui est demandée auprès du tribunal de commerce. Qu'est-ce que cela induit? Ça induit, 1, que vous adoptez votre raison d'être, 2, que cette raison d'être est inscrite dans vos statuts. En inscrivant votre statut, votre raison d'être dans les statuts, vous devez préciser quels sont vos engagements vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'environnement. 5, vous devez créer un comité de mission, qui est un organe de la gouvernance de l'entreprise, qui rejoint, donc qui intègre différentes parties prenantes, plus au moins un salarié, ce qui à mon avis n'est pas beaucoup, mais c'est le même sujet. Et ce comité de mission doit veiller à ce que la mission de l'entreprise et les engagements qu'elles ont pris soient effectivement respectés. Pour cela, elle s'appuie sur un organisme tiers indépendant qui est chargé de l'évaluation des engagements sociaux et environnementaux de l'entreprise et qui doit faire un rapport généralement à l'Assemblée générale tous les ans sur la façon dont les engagements ont été respectés ou pas respectés. S'ils ne sont pas respectés, le comité de mission peut demander au tribunal de commerce, puisque c'est lui qui délivre la qualification de la société à mission, de retirer la qualification de la société à mission s'il y a un trop gros fossé entre les engagements pris et la réalité de ces actions. Donc voilà ce qu'est la société à mission, dans un contexte, je dois le dire, qui n'est pas que la société à mission, qui est la question de la raison d'être. On pourra peut-être en discuter en débat sur où on en est dans la réalité de l'intégration de la raison d'être à la chose, et plus généralement sur le problème de la modification de la modification de l'article du Code civil, de l'article 133 du Code civil, qui, hélas, à mes yeux aujourd'hui, ne donne lieu d'absolument aucune évaluation de savoir s'il y a eu une modification dans le mode de fonctionnement des entreprises. Donc on l'a bien compris, alors je ne vais pas parler de statut et de qualification d'entreprise à mission. Cette qualification, elle est récente, mais on en discutait avec Magali lors de notre préparation, que les entreprises, il y a certaines entreprises qui ont depuis bien longtemps des pratiques que sociétales, environnementales, donc on en discutera. Et puis c'est quand même une qualification qui paraît quand même un peu contraignante. Donc que j'aurais envie de vous poser la question, Magali, Fabien, pourquoi avez-vous choisi de qualifier donc votre société d'entreprise à mission et qu'est-ce que ça vous a apporté ou pas d'ailleurs, puisque peut-être que vous aviez ces objectifs depuis très longtemps. Magali, allez-y. Alors, effectivement, on avait des pratiques, en tout cas on essayait d'avoir des pratiques vertueuses depuis assez longtemps, puisqu'on avait une démarche RSE enclenchée depuis 2013, où on a démarré la formalisation. Toutefois, c'est en 2020 que le conseil d'administration, alors c'est vrai que pour notre part, le conseil d'administration est essentiellement composé de la famille Jost, et l'année 2020 a été une année, quand on est en agroalimentaire, qui a été plutôt une année bénéfique. Et là, on s'est posé la question de l'utilité de ce bénéfice. Voilà, l'utilité, bien sûr, pour les salariés, pour les actionnaires, mais pour la société. Comment pourrions-nous les utiliser de façon à nous rendre plus vertueux et que ça serve à la société ? Donc c'était cette question-là qui nous a traversés. Donc on a cherché comment arriver à donner cette utilité à l'entreprise pour le bien commun. Et donc on s'est tourné vers un cabinet, le cabinet Profil pour ne pas le citer, pour nous accompagner sur est-ce que c'est cette qualification de l'entreprise à mission qui va nous y aider, est-ce que c'est une fondation d'actionnaires, quel est le modèle qui va nous apporter un cap, une vision et une utilité. Et donc il s'est révélé que c'était vraiment le statut, la qualification. Je vais faire attention maintenant, que c'est la qualification d'entreprise à mission qui
qui nous paraissait la plus engageante dans le sens où c'est inscrit, cette qualification est inscrite dans les statuts, elle est opposable, elle est opposable par un tiers. Les statuts, c'est quand même l'ADN de l'entreprise, donc voilà, pour nous c'était symboliquement fort et très engageant dans nos pratiques après a posteriori. Donc plus c'est d'avantages que d'inconvénients, même si cette qualification est un petit peu contraignante. Pour vous, les valeurs que vous portiez ont trouvé sens dans cette qualification, si on comprend tout bien à fait. Votre propos. Sens et pérennité. Parce que moi, je suis que de passage. Je vous ai dit, l'entreprise a 100 ans, donc je ne suis que de passage. Donc ça veut dire que quand d'autres dirigeants seront derrière nous, cette qualification est dans les statuts, ce qui veut dire que les dirigeants devront la mettre en œuvre. Donc il y a aussi cette question de pérennité de l'entreprise qui était importante pour le conseil d'administration. Vous avez des liens avec le secteur associatif Oui, très fort. Alors, très fort, depuis 40 ans, on travaille avec les AT du Landas. Et d'ailleurs, quand on a construit notre nouvelle usine, on l'a fait en sorte de choisir qu'elle soit près d'un ESAT, malgré le coût du terrain à Nantes Métropole. On a, depuis 19 ans, on soutient une association nantaise. Et justement, dans la mise en action de notre mission, on a renforcé notre politique mécénat, puisqu'on a un objectif inscrit dans les statuts concernant la philanthropie, donc le partage de nos ressources. Voilà. Merci Magali. Fabien, pour le groupe un peu La Poste, comment vision le groupe La Poste existe depuis Louis XI, 1471. Et en fait, depuis Louis XI, notre mission, c'est de relier les hommes et d'accompagner le développement économique des territoires, puisque la Poste, au départ, c'était pour porter de l'information, pour accélérer l'économie. Et donc, on s'est fondé autour de ces valeurs, et surtout, on a 4 missions de service public. Donc, la question qu'on s'est posée à un moment, c'est est-ce que c'est nécessaire de le noter dans les statuts ? Puisque nous, notre vie, en fait, c'est dédié à des services d'intérêt généraux, pas forcément que nos 4 missions de service public. Par ailleurs, on était depuis 2007 très engagés, enfin depuis plusieurs années, on est très engagés. En 2007, on a commencé à électrifier la flotte de nos véhicules. En 2014, on a travaillé sur la réduction et la compensation pour devenir neutre en carbone. Et donc, c'était vraiment une question latente de dire, mais est-ce qu'on n'est pas une société à mission sans le savoir, et est-ce que c'est nécessaire de le noter dans les statuts ? Donc en fait, la première action qu'on a fait, c'est de réunir un comité des parties prenantes qui est devenu après comité de mission. Et ce comité des parties prenantes nous a indiqué ce qu'eux attendaient de la Poste. Ce qui nous a permis de formaliser un peu des objectifs attendus de la Poste dans le cadre de ces missions. Et on s'est rajouté 4 grands objectifs, le développement et la cohésion des territoires, un numérique frugal et inclusif. La troisième, c'est favoriser l'inclusion sociale. Et un 4e qui est accompagner notre environnement dans la transition énergétique. Et en fait, le fait d'inscrire dans nos statuts notre mission et le fait de devenir entreprise à mission, ça a concrétisé notre rôle au sein de la société et ça a formalisé le fait que nous faisions des actions sur tous ces volets-là. Voilà, donc pour répondre à la question qui suit, c'est sur ces 4 missions, mais voire sur le reste, en fait, est-ce que la Poste travaille avec le milieu associatif ? Aujourd'hui, pour nous, c'est presque une nécessité. Il y a 2 manières de raisonner sur ce sujet-là. C'est avant, on était une entreprise très intégrée, c'est-à-dire dès qu'on avait un besoin, on y répondait en interne. Et l'accélération des choses, la réflexion sur la meilleure optimisation de nos fonctionnements fait qu'on n'intègre pas tous nos besoins. La deuxième chose, c'est que la numérisation fait que les territoires n'ont pas les mêmes besoins. Aujourd'hui, nous, on tombe d'une clientèle qui est multitude partout à une clientèle qui est relativement dense en milieu urbain et relativement diffuse dans d'autres zones, voire suivant les besoins. Et donc, on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire tout seul. Avant, on arrivait à avoir un volet d'offres qui nous permettait de faire quasiment tout seul et d'intégrer nos besoins.
Et là, on ne veut pas intégrer tous nos besoins parce qu'on n'est pas les plus efficaces à tout faire. Et par ailleurs, on a besoin de partenaires pour pouvoir adresser proprement le territoire. Donc, sur le numérique inclusif ou sur inclure le plus grand nombre, par exemple, on travaille avec beaucoup d'associations de vulgarisation bancaire, donc dans les bureaux de poste, que ce soit en quartier sensible ou dans des zones où les populations sont plus fragiles. On travaille avec ce type d'associations. Sur l'aménagement du territoire et la cohésion du territoire, aujourd'hui, on se rend compte qu'être seul au milieu du territoire ne dessert pas bien la population, qu'il vaut mieux être plusieurs à avoir d'autres types de services que des services purement postaux. Donc on travaille avec pas mal d'associations. Sur la région, je les ai notées. On a fait un 1001 café avec le groupe SOS en Mayenne. Donc c'est quelque chose qui est porté par l'association SOS pour remettre de la vie dans un village qui fait en l'occurrence 1800 habitants. On a travaillé avec la boutique associative à Châlin-la-Poterie, le kiosque en Vendée, pour créer des nouveaux lieux avec du service étendu dans lequel la Poste met la dynamique, mais la Poste n'est pas porteur de la dynamique. Voilà. Mais il y a plein d'exemples, surtout sur toutes les choses. Sur accélérer la transition énergétique, on a fait une expérimentation à Nantes avec HTS, qui est une association où on récupère les invendus de pain et eux les requalifient en croquettes pour animaux. Et donc ça émergera peut-être sur un vrai business, mais c'est toutes ces choses-là en fait soit on se met au service d'eux parce que ça sert nos métiers historiques, soit on construit une offre ensemble parce que ça nous permet à tous de faire une nouvelle offre au territoire qui soit efficiente. Donc on l'a compris, cette qualification donc a entériné, on va dire, des valeurs, des actions que vous aviez déjà à cœur dans vos entreprises, une complémentarité avec le secteur associatif qui existe mais qui est peut-être de manière sporadique et qui est peut-être à développer ou à impulser. Et une question que pour Eva, que l'on se pose quand on entend de tout ça, puisque dans le secteur associatif, on se dit que notre non-lucrativité, notre gouvernance bénévole, elle est quand même gage d'une certaine éthique dans nos missions. Quand on entend que Fabien et Magali, on n'a pas l'impression qu'il n'ait pas d'éthique. Voilà, donc j'ouvre le débat, je pose la question. Est-ce que vraiment l'éthique est le fruit d'une non-lucrativité, ou est-ce que... Voilà, qu'en pensez-vous, Eva? Merci pour cette question plus piégeuse que les trois autres personnes autour de moi. Hein. Mais bon, j'ai l'habitude d'être envoyée sur le pilori. Alors, je vais répondre très franchement. C'est-à-dire, est-ce que la lucrativité entrave l'éthique et l'utilité sociale? Oui, c'est évident. Je veux dire, et je dis ça en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que je ne suis pas porteuse d'une structure associative. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est évident qu'au quotidien, quand on doit prendre nos décisions, on ne peut pas baser notre décision quand on est dans une entreprise uniquement sur l'utilité sociale et l'éthique de la manière dont on travaille. Donc nécessairement, il va y avoir une entrave financière, économique, sociétale aussi, à notre éthique. Après, est-ce que ça veut dire que les structures non lucratives ont nécessairement plus d'éthique que les structures lucratives? Je ne sais pas, parce qu'en vérité, pour pouvoir développer de l'action sociale, on est tous en face de contraintes financières et on va devoir aller chercher l'argent quelque part avec des contreparties, qu'elles soient financières ou non financières. Il y a toujours une forme de contrepartie jusqu'au moment où on trouvera peut-être un modèle un peu plus vertueux ou collectif de financer l'activité économique. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, donc c'est vrai que les entreprises, c'est l'avis que je porte, hein, vu que c'est une question très précise, je vais donner l'avis du mouvement et puis ensuite je vais aussi vous donner mon avis. C'est-à-dire que nous, la manière dont on perçoit l'entreprise à mission, c'est une bonne étape de transition. C'est-à-dire que pour nous, c'est un label, un outil de transition qui permet à une entreprise qui, à l'origine, n'avait juridiquement d'ailleurs pas le droit réellement de prendre ses décisions stratégiques sur la base de critères éthiques, de pouvoir le faire et de s'engager dans une transition. Est-ce que c'est l'aboutissement
Non. Et notamment à cause de cette question du verrou de l'actionnariat, qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une entreprise à mission, elle peut prendre ses décisions basées sur sa stratégie, mais elle ne va pas avoir de critères spécifiques sur notamment sa lucrativité, l'utilité sociale de l'investissement dans l'entreprise. Elle n'a pas nécessairement de critères de partage de la valeur au sein de sa structure, alors que nous, la manière dont on perçoit l'entreprise sociale et écologique, et celle qu'on essaie de défendre aujourd'hui au-delà même de l'ESUS, on pense qu'il faudrait créer une entreprise sociale et écologique qui part de l'ESUS, qui part de l'ESS et qui intègre des critères écologiques en plus pour pouvoir penser la forme d'entreprise de demain. Et ben, dans nos entreprises, on essaie de partager la valeur en un tiers, en essayant de faire en sorte que la valeur soit partagée entre les salariés, entre l'action sociale, pour s'assurer qu'elle ne soit pas uniquement partagée aux actionnaires. On s'assure qu'il y ait toujours un bon équilibre en fait, sur ce partage-là. C'est pas encore un critère qui est dans l'entreprise à mission, mais qui est peut-être une version 2 ou 3 de l'entreprise à mission. Parce que finalement, c'est le dirigeant qui en pâtit. Et on a pu voir dans le passé assez rapproché finalement de ces entreprises à mission, que aujourd'hui le dirigeant n'est pas complètement libre pour pouvoir exprimer son éthique, sa mission sociale dans l'entreprise. On a pu le voir avec une entreprise comme Danone ou d'autres entreprises qui ont changé leur entreprise en entreprise à mission. Si ce n'est pas la culture actionnariale que de développer son entreprise avec éthique, ça peut avoir des vrais problèmes. Après, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'à ces échelles d'entreprise, on peut vraiment faire transiter l'entreprise complètement ou est-ce qu'il va falloir équilibrer les choses. La deuxième chose, c'est que ce qui est problématique aussi, c'est le fait que la mission et sa raison d'être, elle ne soit pas encadrée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est volontaire. On définit soi-même sa raison d'être, elle n'est pas nécessairement encadrée, évaluée dans son intérêt en fait, dans le monde de demain. Donc c'est aussi un autre souci qu'il va falloir adresser rapidement, parce que finalement la question c'est de savoir si ces business en soi sont utiles. C'est pas est-ce qu'une entreprise fait les choses de manière utile, mais est-ce que globalement ces entreprises et leur modèle d'affaires ont sens d'exister dans le monde de demain. C'est un petit peu cette étape qu'il va falloir adresser ensuite. Mais voilà, en tout cas c'est un très très beau tremplin vers la transition des entreprises. Et d'ailleurs, on est ravis d'avoir des structures, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme la Poste, notamment partie prenante du mouvement Impact France. Merci Eva. Pierre, peut-être un petit mot? Je peux rebondir ce qu'il avait dit. D'abord, aujourd'hui, il y a 737 entreprises à mission. C'est ce matin, j'ai regardé dans le train, puisque comme il y a un observatoire des sociétés à mission, on a en direct le chiffre. Ces 737 correspondent à peu près moins d'1 million de salariés en France, sur les 11 ou 12 millions du secteur privé qui existent. Ce que je veux dire, c'est la question qui nous est posée, et que vous posez très bien, c'est est-ce que dans le fond, les sociétés à mission sont à l'avant-garde d'une capacité de transformation de la société, c'est-à-dire d'un mode d'entreprise qui dépasserait la période de l'entreprise actionnariale pour devenir l'entreprise sociétale, c'est-à-dire où il y aurait le partage de la valeur, l'intégration des parties prenantes, une plus grande bienveillance, des visions à long terme au détriment des rentabilités à court terme. C'est là-dessus que le débat, en fait. Plus de coopération et moins de compétition. Hein, c'est autour de ça, aujourd'hui, que se pose. Et là, on n'est pas dans une logique du statut. On est dans une logique simplement de réflexion et de sens dans l'histoire et dans le mouvement dans lequel se fait. Est-ce que les sociétés à mission ont un rôle moteur, sont capables d'entraîner derrière tout ça? Alors moi, j'ai un regard qui est celui d'une plateforme RSE avec beaucoup d'acteurs, où sont très présentes les PME, en fait, hein, puisque vraiment les PME sont très présentes. Moi, je viens de la grande entreprise, après être passé par la vie publique, et donc mon regard sur les PME était assez distant. C'est-à-dire, je l'ai connu en tant qu'élu en charge d'affaires économiques, mais dans le fond, sur ces sujets sociétaux, je me rends compte à quel point il est fondamental aujourd'hui d'embarquer ces petites et moyennes entreprises dans cette logique de la transformation. Ce qui amène d'ailleurs à revoir complètement les rapports entre les grandes entreprises et les PME, parce que je pense que le nœud gordien aujourd'hui de la modification, c'est pas seulement l'intégration des parties prenantes externes, c'est revoir ses relations avec ses sous-traitants et ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'en clair, on ne peut pas demander aux sous-traitants et aux fournisseurs de prendre des engagements sociaux, sociétés, environnementaux, si on ne les laisse pas
une partie de la richesse créée un peu plus importante à l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance. Parce que le débat, effectivement, est-ce que la lucrativité, ce qui est sûr, c'est que la lucrativité, la logique de rentabilité à court terme, se fait nécessairement au détriment de la vocation et de la mission sociétale des entreprises. Ça, c'est une certitude. Est-ce que par définition elle le fait? Ça, je laisserai le débat ouvert. Mais en tous les cas, si on est sur du court terme et de rentabilité de court terme, on ne peut pas avoir une entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Or, depuis la crise de 73, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'on a des taux de croissance faibles et on a des exigences d'actionnaires avec des rentabilités extrêmement importantes. Ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Et donc c'est là que le sujet. Voilà. Je voudrais juste dire une chose sur un débat aujourd'hui extrêmement présent, et après je me tais, je vous le garantis. Aujourd'hui, il y a un vrai débat fondamental sur la question des normes extra-financières qui oppose frontalement l'Union européenne aux Américains. C'est-à-dire que les normes comptables ont été fixées par les Américains il y a une vingtaine d'années et adoptées par l'ensemble des acteurs. L'Union européenne aurait pu d'ailleurs le refuser, mais ils l'ont accepté. Aujourd'hui, on veut définir qu'est-ce que c'est que des normes extra-financières, c'est des normes de responsabilité sociale et environnementale. Il y a un débat de fond entre l'Union européenne et les États-Unis, sur lequel je ne reviendrai pas, mais en gros, les Américains souhaitent qu'on soit juste dans des mesures de flux et de contention, c'est-à-dire qu'on dise combien d'émissions de gaz à effet de serre, combien de biodiversité, etc., qui monétarise quelque part l'ensemble des choses, alors que la vision de l'entreprise européenne, en particulier avec les nouvelles directives qui sont en train de créer, c'est de créer un modèle d'entreprise durable qui s'intègre dans le Green Deal, dans la transition, dans la vision d'un monde de demain qui soit beaucoup plus respectueux et des générations futures et des problèmes d'aujourd'hui. Le paradoxe, je dis juste pour que vous sachiez, qui aujourd'hui pilote la vision américaine de l'IFRS? C'est Emmanuel Faber. C'est-à-dire celui qui, pendant 10 ans, a incarné l'entreprise la plus ouverte sur la société, la plus innovante, c'est vrai, qui a bousculé énormément de portes entre ce qu'il a fait avec la Grameen Bank, la chère entreprise et pauvreté, etc. Et aujourd'hui, il est porteur d'un discours qui est un discours nord-américain contre une vision de durabilité de l'entreprise. Alors, je ne crie pas la personne, c'est pas la personne. Mais je voulais vous dire que ce débat-là, il est fondamental si on veut gagner vers une vision de société beaucoup plus ouverte qu'elle n'est aujourd'hui. Merci Pierre. On parlait avec Fabien aussi lors de la préparation de cet atelier de l'éthique. Alors, est-ce que toutes les entreprises peuvent avoir cette qualification d'entreprise à mission, d'éthique selon leur activité? On parlait d'entreprises qui peuvent construire de l'armement et qui vont peut-être se faire qualifier d'entreprise à mission. Pour ça, dans notre secteur, c'est quand même un débat, c'est assez choquant. Est-ce que toutes les entreprises peuvent revendiquer cette qualification? Et voilà, j'aimerais... Fabien, Magali, vous en... Là-dessus, moi je ne suis pas forcément qualifié pour répondre sur toutes les entreprises. Par contre, moi j'aimerais quand même revenir un peu sur juste avant, où moi je suis peut-être dans le confort parce que j'ai des actionnaires publics, mais qui me demandent quand même du résultat. Donc non, on doit être une entreprise lucrative, pour autant, tout ce qu'on fait doit être fait à l'aune de notre mission ou de nos engagements. Donc on peut être lucratif tout en ayant de l'éthique. Nous, si ça contrevient, et notre mission a été définie par notre comité des parties prenantes, c'est-à-dire que ce n'est pas les actionnaires, certes, ils étaient au comité des parties prenantes, mais ils n'étaient pas majoritaires. C'est notre comité de parties prenantes qui a soumis la mission de la Poste. Après, les actionnaires pouvaient l'accepter ou la refuser, ça c'est quelque chose. Et moi je pense, alors là je sors de mon rôle de postier, mais moi je pense que l'entreprise à mission nous permet d'être dans le logiciel des entreprises. C'est exactement comme la comptabilité, où les Américains veulent une soutenabilité faible, c'est-à-dire que tout est interchangeable entre le financier et le naturel. Une abeille coûte combien dans la comptabilité telle que les Américains voudraient la définir, alors qu'on est dans une comptabilité en soutenabilité forte, c'est-à-dire que chaque capital n'est pas substituable. Mais c'est bien en étant dans un logiciel de ce type-là, qui est compréhensible, parce qu'il faut, nous on est 250 000, les postiers, et on est 10 700 sur la région. Donc on travaille en mode ouvert avec tout le tissu associatif, et au contraire, on recherche des partenariats pour
créer de la valeur et créer des nouveaux services à domicile, mais tous ces partenariats sont faits pour assurer un revenu au postier et faire en sorte que notre impact naturel et que l'impact sur les personnes qui sont employées chez nous soit minime, voire qu'on maintienne le capital qui sert à nos fonctions ou à notre travail. Donc voilà, moi c'était juste ça que je voulais dire en complément de votre intervention, de vos interventions. Voilà. Maintenant sur est-ce que toutes les entreprises peuvent être à mission, moi je ne suis pas qualifié pour répondre. Magali, peut-être un petit mot, puis après on passera sur les complémentarités, peut-être avec le modèle associatif. Alors, je vais répondre pareil. On peut avoir la volonté de devenir, d'avoir cette qualification. Tout autant, on l'a pas tout. C'est pas parce qu'on a la volonté qu'on l'aura. Enfin, voilà, je pense qu'on peut avoir l'ambition de l'avoir, mais une raison d'être, ça se construit pas tout seul. Ça se construit avec les parties prenantes internes, à savoir les collaborateurs, et les parties prenantes externes, parce que c'est eux qui vont nous dire l'utilité qu'ils attendent de l'entreprise au final. Donc c'est aussi eux qui vont participer à dire oui, il y a une utilité sociale, oui, il y a une utilité environnementale. Et c'est à partir de là qu'on pourra, au niveau du conseil d'administration, parce que moi j'estime que c'est la prérogative du conseil d'administration d'écrire la raison d'être et les objectifs environnementaux et sociaux, définir cette raison d'être et ces objectifs pour avoir une mission d'entreprise. Par contre, c'est vrai que sur le comité de mission, pour les petites entreprises, donc les moins de 50 salariés, il n'est pas obligatoire. Et ça, je trouve ça vraiment très dommageable, parce que l'intérêt du comité de mission, c'est surtout de ne pas voir les dirigeants. Donc si on veut être challengé, si on veut être bousculé, il faut bien que ce soit que des parties prenantes, internes ou externes, mais surtout pas les dirigeants. Donc moi j'allais dire que quand on va dans, en tout cas pour les PME, quand on décide d'être une entreprise à mission, mais c'est super d'avoir un comité de mission, et je regrette que ce soit pas une obligation pour toutes les entreprises, de la même façon qu'elles peuvent prétendre à cette qualification. Donc ça c'est à prendre en compte. Après c'est vrai qu'il n'y a pas de règles pour la définir, et c'est dommage. Mais au moins, il n'y a pas encore un Xème référentiel où on répond tous aux mêmes enjeux. Et c'est ça l'intérêt de l'entreprise à mission, c'est de pouvoir enfin affirmer sa singularité et sa démarche. Et c'est ce qui fera aussi la différence avec celle qui ne pourra pas se qualifier. Voilà. Et parce qu'elle ne saura pas arriver à montrer cette utilité pour la société. J'aimerais bien répondre à ça. Vous ne m'avez pas posé la question. Mais moi, je pense très sincèrement, et je veux vraiment le répéter, que l'entreprise à mission, c'est vraiment pour toutes les entreprises, parce que ce n'est pas une qualification d'éthique, c'est un moyen de faire une étape supplémentaire dans la progression de l'entreprise vers plus d'intérêt général. Donc pour moi, ça devrait inclure l'ensemble des entreprises, et je vais aller même plus loin, on n'a pas le choix dans tous les cas. Et c'est pour ça que la loi Pacte a été pensée, c'est parce qu'on ne peut plus avoir une entreprise qui vit en totale neutralité, avec une liberté de faire qui dépasse n'importe quelle personne singulière. Il n'y a personne qui a le droit d'autant faire que les entreprises sans répondre de ses actes. Je veux dire, il y a un devoir de citoyenneté quand même qui n'existe pas, à part d'un point de vue légal, mais ça reste de la conformité très pro-business. Il n'y a pas vraiment de devoir de citoyenneté. Donc c'est un moyen de créer un devoir de citoyenneté dans l'entreprise, et on n'a pas le choix, parce que dans tous les cas, tous les secteurs vont devoir être en transition. On a une pénurie énergétique, un réchauffement climatique, une crise sociale, qui fait que dans tous les cas, l'objet de l'entreprise va devoir s'aligner avec ces enjeux-là. Et l'entreprise à mission, c'est un moyen de faire transiter les secteurs qu'on aime parfois moins, mais qui, en fait, dans tous les cas, vont devoir bouger. Donc, le secteur de l'environnement, c'est très particulier, parce qu'il y a des questions éthiques hautes qui se posent, mais on prend le secteur de l'aéronautique, l'aviation, l'automobile, la pétrochimie, certains acteurs bancaires, parce que la Banque Postale est quand même très éthique en la matière, mais il y a d'autres acteurs bancaires qui ont une forte nécessité à changer, à ce que leurs investissements... c'est vrai, je voulais le souligner, parce que je
sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, un petit aparté. Voilà, c'est quoi une entreprise à mission au final? Ça se transcrit comme ça. Il y a eu dernièrement un vote à l'Assemblée Générale d'un gros groupe énergéticien pour arrêter un projet d'extraction pétrolier qui est dévastateur en termes de biodiversité. À une heure, on nous dit qu'il ne faut plus extraire les fossiles du sol, etc. Ils continuent à extraire comme des fous. Et il y a des banques qui avaient la possibilité de voter dans un sens pour que ce projet puisse être contraint. Et certaines banques l'ont fait. Voilà. Et ça, c'est là qu'on voit qu'une entreprise, elle a une mission. Elle travaille à l'intérêt général. Sur des moments comme ça, de complexité, ça n'a pas été facile. Et pas toutes les banques françaises l'ont fait, mais certaines l'ont fait. Donc voilà, on leur remercie. Donc voilà. Et tous les secteurs, voilà, pour moi, doivent faire leur transition et il faut les accompagner. Et c'est dans ce cas-là un bon outil. Si je peux juste me permettre de compléter, et ce qui est très, très juste et vrai, et d'ailleurs, on est en train de regarder au sein de la plateforme un peu, alors on n'est plus sur la raison d'être, mais les raisons d'être en général, comment la raison d'être a été appliquée, et sur les questions du Covid, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été complètement oubliée, est-ce que c'était un guide dans la façon dont les parties prenantes ont été traitées, entre les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, qui étaient pourtant en grande difficulté, par exemple, et puis on est en train de regarder sur l'Ukraine. On va sortir bientôt un positionnement sur la question des entreprises françaises par rapport à l'Ukraine. La question c'est, est-ce que votre raison d'être a été structurante dans la définition de la mission, dans votre choix pour les entreprises qui étaient présentes en Russie, de rester, de ne pas rester, d'arrêter les investissements, de faire comme Nestlé, c'est-à-dire de s'occuper que des biens essentiels, mais d'arrêter toutes les autres activités. En quoi vous aviez un guide et une mission qui vous a permis de prendre une décision? Ça, c'est pas important. Deux petites choses sur la société à mission, oui, à condition que... Il y a deux points qui me semblent importants sur les sociétés à mission. C'est est-ce qu'on est bien d'accord pour qu'on soit dans une logique de gouvernance partagée entre le conseil d'administration et le comité de mission? C'est pas toujours le cas. Si vous avez, j'ai dit qu'il y a un représentant de salarié, si c'est représentant de salarié, c'est un cadre dirigeant, et qu'en plus ce cadre dirigeant, il préside le comité de mission, on voit bien que la question du partage de la gouvernance, elle est quand même moins évidente que ça. Et puis il y a le problème du management. C'est vrai d'ailleurs de l'ensemble du dispositif, c'est vrai aussi pour les raisons d'être, c'est comment on intègre la mission qu'on s'est donnée, cette responsabilité, dans l'organisation du management. Or aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est un niveau un peu corporate de discussion de trucs, et dans l'organisation d'une entreprise, dans les entités opérationnelles, tout ça est complètement ignoré. Il n'y a pas d'appropriation, et par le management, et par la salariée, des missions qui par ailleurs ont été définies. Donc là, il y a un point, de mon avis, de fragilité extrêmement important. Merci Pierre. Dernière question, parce qu'après j'aimerais un petit peu donner la parole à la salle, mais je serai obligée de la reprendre à 16h30. On a bien compris que face à la massification donc, des problématiques sociétales, et c'est tout l'objet de ces 2 jours, la mêlée, on a tous intérêt donc, à travailler ensemble et de manière complémentaire. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment créer ces passerelles et comment que chacun garder nos spécificités, puisqu'on voit bien qu'on souhaite répondre effectivement à des problématiques sociétales ensemble et puis de manière efficace, mais que l'on n'a quand même pas les mêmes modes de gouvernance et les mêmes objectifs. Donc donc, comment créer des passerelles, comment on fait alors entre le monde de l'entreprise et le modèle associatif, notre secteur. Comment on fait? Alors moi, j'ai parlé pour La Poste, donc c'est surtout qu'il faut apprendre à se connaître. Nous, on a lancé en 2014 l'Alliance Dynamique, où on est convaincu qu'on a beaucoup de valeurs avec le monde associatif et que ces valeurs-là, réunies, nous permettaient aux uns et aux autres, en s'associant, d'offrir des nouveaux services, d'optimiser la présence dans les territoires. Et donc, on a créé l'Alliance Dynamique. En 2014, on avait 50 partenaires associatifs. Aujourd'hui, il y en a 1300. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est vraiment sur la durée, où on commence par un petit bout. Et moi, ce que je réalise aussi, c'est que c'est territorial. C'est-à-dire que ça ne peut pas descendre... alors, je parle pour moi. Chez nous, tout est encore très vertical. C'est-à-dire que ça descend en haut, en plus fine, et puis on exécute sur le terrain. Et avec le monde associatif, on ne peut pas décréter d'en haut qu'il faut travailler ce sujet-là avec cette typologie d'association.
et mettre en place tous les petits cadres qu'on est en disant vous faites la cartographie de cette sociologie et vous enclenchez tel process. Aujourd'hui, on voit que c'est des relations territoriales qui se construisent sur la durée, avec lesquelles on commence petit, c'est-à-dire on essaye une expérimentation. Donc nous, on essaye dans un local d'ouvrir une épicerie solidaire, plus du service postal, plus autre chose. On essaye de récupérer des choses qu'on injecte dans une association qui les recycle. On récupère des téléphones et l'association, elle, les recycle par exemple. Donc c'est des choses qu'on fait, mais ça commence tout petit. Et puis c'est petit à petit qui, dans la confiance partagée, où on voit, où l'association se rend compte qu'on n'est pas un prédateur qui va prendre le business, mais qu'on est une brique de valeur sur nos métiers, c'est-à-dire la logistique, l'intermédiation avec les gens, et que là, on arrive à construire une offre complète qui valorise l'association et qui valorise le travail des postiers. Et là on y arrive. Mais, juste en toute honnêteté, c'est long, et il faut instaurer la confiance. Donc on a tout à faire en fait, on est au début du travail. Quelqu'un veut prendre un petit peu la parole avant et après je laisserai la parole à la salle parce que le débat est riche et je pense que des interventions vont arriver. Oui, alors c'est juste sur ce partenariat ou ce travail entre entreprises à mission et associations. J'allais dire, en tout cas pour notre cas, on travaillait avec beaucoup d'associations. Alors on travaillait, c'est pas le mot. Soit on soutenait, donc c'était plutôt du mécénat, soit effectivement on travaillait parce que c'était intégré dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc dans le choix de travailler à telle association plutôt que justement avec une entreprise pour la récolte du papier, des choses comme ça. Du coup, on était assez divers et j'allais dire qu'avec le fait de définir ces objectifs sociaux et environnementaux, on a peut-être réduit le champ des associations avec l'idée d'être dans la pérennité de travail avec ces associations-là. Donc je pense que la possibilité d'avoir justement dans les entreprises à mission quels sont ses objectifs, ça peut aussi aider une association à se dire au lieu de faire du porte-à-porte, à chercher des mécènes, là, je peux voir que cette entreprise-là, elle veut aller sur le secteur ou sur l'objectif que défend mon association et ça peut peut-être faciliter les échanges et les rapprochements entre les entreprises. Maintenant, il n'y a que 735 entreprises à mission, donc il ne faut pas s'interdire de travailler, notamment avec les PME qui sont peut-être moins équipés en ressources humaines pour travailler avec les associations et qui pour autant ont très envie de travailler avec les associations. On a d'ailleurs le président de la CPME qui interviendra lors de l'événement, donc on voit qu'on a quand même des partenariats qui existent et réels. Eva, vous vouliez dire un mot ou je laisse la parole à la salle? Vous voulez laisser? Non, je pensais juste à un truc très pratique, c'est-à-dire qu'on accompagne beaucoup d'acteurs associatifs, là plutôt au niveau de mon entreprise, qui veulent formaliser une partie de leur action sous format entreprise, donc ou en créant des foncières, ou en créant d'autres joint ventures, etc., économiques pour pouvoir pérenniser le modèle économique de la structure sociale. Je pense que l'entreprise à mission peut être un bon acteur avec lequel monter peut-être ces partenariats pour pouvoir accompagner les acteurs que vous aidez au quotidien, etc. Peut-être un acteur un peu plus responsable qu'une entreprise classique. Et je pense surtout que les entreprises à mission devraient s'accompagner des associations et que les associations devraient être vraiment davantage présentes au comité de mission de ces structures. Je fais partie de quelques comités de mission et elles ne sont pas encore assez présentes parce que c'est elles finalement qui sont capables de savoir sur le terrain quels sont les problèmes vraiment induits par l'activité économique de l'entreprise. Et donc je pense qu'il faudrait militer davantage pour que le secteur associatif soit davantage présent dans les décisions aussi de ces groupes-là quand ça touche notamment leurs bénéficiaires. Merci beaucoup Eva. On va peut-être faire circuler le micro, Yannick, dans la salle. Merci. Oui, bonjour. On voit que l'émergence d'un nouvel acteur de la gouvernance. Vous pourriez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît. Alexandre Muller de l'association ADAPI vers Méditerranée. Moi, j'avais une question sur la mise en place d'un nouvel acteur de gouvernance, le comité de mission.
et de savoir si vous avez perçu un impact notamment sur la conduite du dialogue social. Parce qu'on voit par exemple les CSO ont un certain nombre de prérogatives qui peuvent être en lien avec les sujets traités par le comité de mission. Et je voulais savoir comment c'est vécu par les partenaires sociaux. Est-ce que c'est vécu comme un partenariat, une menace Enfin, de façon un peu générale, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la place des salariés dans les organismes de décision. Alors, il y a un sujet parce que la France est extrêmement en retard en termes de représentants d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration. J'ai fait une note à la Fondation Jean Jaurès sur le sujet, si ça vous intéresse, parce qu'on n'a pas clarifié les relations justement entre les instances représentatives du personnel et la question des parties prenantes. Et aujourd'hui, je sens des tensions, je le disais, entre les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. C'est-à-dire que je trouve que dans le statut des sociétés à mission, un seul représentant des salariés dans un comité, certes c'est un minimum, on peut faire plus, c'est quand même très très court. Voilà. Et que donc, il va falloir revoir, à mon avis, la relation entre ce qu'on appelle les parties prenantes externes, sachant que pour beaucoup d'entre eux, de gens, quand même, les salariés sont des parties constituantes de l'entreprise, ce n'est pas des parties prenantes externes, elles apportent leur travail et leurs compétences comme d'autres apportent leur capital. Et, une autre question peut-être, monsieur. D'où je pars. Marc Maradon, j'ai dirigé pendant un quart de siècle une association locale qui accompagnait 3000 personnes avec 1700 salariés et engagés depuis plus de 15 ans dans une démarche RSE avec labellisé Lucie. Aujourd'hui, je préside à la destinée de 3 sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et ma question porte sur l'acteur qui manque dans le titre entreprise à mission, oui, association, oui. Mais il y a un troisième modèle, que sont les coopératives, qui allient effectivement les parties prenantes, puisque, en exemple d'une entreprise adaptée que je préside, il y a 100 salariés qui font partie, qui sont coopérateurs. Donc ce modèle, et on a un CSE, on a tout ce que vous avez dit effectivement, mais ce modèle coopératif ne serait-ce pas la troisième voie entre ce que vous avez écrit, les entreprises à mission qui finalement s'inscrivent dans une lignée dans lesquelles les coopératives se sont inscrites il y a déjà presque un siècle. Alors, on a un débat dans le débat, donc très rapidement, Eva, si vous voulez répondre. Non, mais c'est sûr, mais les entreprises que je représente non plus ne sont pas dans le débat, les entreprises sociales. Donc, effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'en fait, on est en train de polariser le débat avec d'un côté les entreprises à mission, de l'autre côté les acteurs sociaux, mais pas que ici, hein. Globalement dans la société, globalement au niveau politique, alors que les entreprises coopératives et les entreprises sociales, je veux faire famille avec vous et je pense qu'en fait on fait famille, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes modèles de financement qui dépendent de nos activités respectives, mais ce devraient être les modèles aussi effectivement de cette transition d'entreprise, je partage tout à fait. Il nous reste 5 minutes, donc on va prendre une autre question, madame. Bonjour, moi je m'appelle Noémie Nolot, je suis pour une personne concernée. Et je m'excuse parce que la question sera peut-être d'un autre point de vue, puisque je ne me place pas du même côté que vous. Pour autant, il me semble qu'à l'heure où on est, et où on pense quand même aussi la place des personnes dans les décisions que l'on prend, j'entends, moi, qu'une ouverture à la... Et peut-être moi, je viens d'une école de l'autonomie où les personnes, on les appelait les clients. Et quand j'ai tendance à expliquer ce genre de choses, dans le monde associatif, médico-social, c'est très compliqué à entendre. Et pour autant, c'est ce qui positionne la personne en tant que citoyenne par la suite. On peut discuter le terme de client. De fait, c'est un tremplin qui permet d'aller vers la citoyenneté et donc l'accès aux droits plus largement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là à jouer aussi du côté des personnes, parce que en fait dans les conseils d'administration, si j'ai bien compris, vous êtes tous concernés par le fait de travailler avec les personnes qui ont des fragilités. Est-ce que c'est pas le moyen aussi de les faire accéder à une prise de décision qui les concerne? Donc la participation, donc que des personnes bénéficiaires au conseil d'administration, donc de ces entreprises, des personnes qui bénéficient.
donc de ces missions, de ces valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ce... Moi, je suis complètement pour. Nous, on se bat typiquement sur les quotas dans le conseil d'administration, sur les personnes, pour qu'il y ait des quotas sur les personnes concernées, parce qu'il y a aussi un autre problème dans le secteur associatif, je trouve, qui est qu'on a considéré qu'il y avait une non-neutralité de décision quand on était concerné par le service. Alors qu'aujourd'hui, on a une évolution sociale, un progressisme social qui nous dit non, les personnes concernées doivent être ceux capables aussi d'élaborer les services, etc. Donc moi, je suis complètement d'accord, et ça doit être pensé au niveau associatif et aussi au niveau de l'entreprise. Mais il y a toujours cette problématique de savoir bien définir qui sont les bénéficiaires. Dans certains cas, c'est facile. Et dans d'autres cas, c'est toujours compliqué. Et ça va nécessiter aussi, je pense, une plus grosse organisation des bénéficiaires, entre guillemets, ou des personnes concernées elles-mêmes, d'organisation limite syndicale, chose qu'on arrivait du mal à voir à une certaine époque, parce qu'on n'a pas vraiment le droit, mais je pense que c'est un sujet à amener sur la table, parce qu'une représentation, ça s'organise, ça se fait collectivement, et c'est pas du sectarisme, c'est un moyen en fait de s'organiser et d'être capable de porter sa voix. Et moi, je suis vraiment en faveur de ça. Et j'ai trouvé une autre chose intéressante que vous avez dit sur le terme de client. Et je suis assez d'accord, et c'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi la famille de l'entreprise et que je suis dans cette famille-là. C'est qu'en fait, au final, quand vous travaillez dans le secteur de l'entreprise, toutes les personnes que vous touchez, en fait, sont vos clients. Et d'un coup, il y a une forme d'équilibre aussi qui se crée et d'équité qui est assez intéressante. Voilà. Mais c'est pas si simple que ça. Tout ça est très nuancé, mais je trouve ça intéressant. On va prendre une dernière question, donc qu'il va falloir que Yannick tranche sur le don du micro. Je suis désolée. Et ensuite, on clôturera. Et je suis désolée. En fait, c'est pas une question, c'est un témoignage. En Alsace, la laverie Papillon Blanc Alsace, nous avons créé 2 joints de venture sociale avec des entreprises, secteur marchand. Et sur entreprises à mission alliées les associations peuvent être aussi des stimulants des entreprises. Et je considère que nous, associations, on a une responsabilité vis-à-vis des entreprises. Beaucoup de chefs d'entreprise veulent embaucher des personnes handicapées mais ne savent pas comment s'y prendre. Nous, c'est notre domaine d'expertise. Donc à partir du moment où on a des interlocuteurs en face qui sont prêts à faire entreprise ensemble, par de l'actionnariat partagé, vous avez parlé de joint venture sociale, c'est un véritable outil de coopération entre nos 2 secteurs. Et ça crée de l'emploi. Merci madame. Donc on voit que le sujet est vaste, que beaucoup de choses se sont encore à faire, qu'on a aussi une période d'appropriation à créer, se connaître, savoir quelles sont nos missions, tout le champ d'intervention. Je pense qu'on pourrait en débattre pendant encore longtemps, mais je suis obligée d'être la maîtresse de la montre, donc on va remercier nos intervenants pour la richesse de leur débat, de leurs interventions, et vous remercier tous pour votre présence à notre atelier. Merci beaucoup.